Bonjour à tout le monde, bienvenue à la chaîne Sani. Alors, je vous remercie du plaisir que vous prenez à m'écouter. J'ai vu le nombre de personnes qui me regardent. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous remercie. Je vous demande de vous abonner le plus possible pour que nous puissions comprendre l'échiquier politique du Cameroun qui est très complexe. Parce que après avoir étudié l'administration pure pendant 13 ans, où j'ai pu écrire des ouvrages, je me suis consacré à comprendre l'administration, l'opposition, parce que je me suis rendu compte que à regarder l'administration toute seule, on ne comprend pas très bien les mécanismes et les blocages qui existent dans l'administration. Alors, en parallèle, j'ai étudié pendant 3 ans l'opposition camerounaise et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, que l'échiquier politique camerounais n'est pas classique. Il n'est pas dans ce clivage opposition-régime. C'est quelque chose de plus complexe. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vous invite aujourd'hui à regarder l'opposition camerounaise, à comprendre l'opposition camerounaise pour voir son implication avec l'administration publique pays. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, quand on a entendu, lorsque je disais que les juristes sont le problème du Cameroun, en fait je parlais de l'esprit juriste. C'est l'esprit juriste qui commence par la tête pour aller vers le vécu. Le mécanisme de réflexion ou la stratégie de réflexion, la méthode de réflexion à laquelle j'invite les abonnés de cette chaîne, c'est la méthode expérimentale. C'est-à-dire nous faisons des constats. Et c'est à partir des constats que nous construisons l'idée. Nous ne faisons pas comme les juristes qui commencent par l'idée et qui imposent l'idée. Nous allons faire des constats. Et à partir des constats, nous allons construire l'idée. Alors, pour analyser l'opposition camerounaise, il faut faire un constat. Le tout premier constat, c'est de comprendre pourquoi l'opposition camerounaise aime les problèmes périphériques. Pourquoi l'opposition camerounaise aime les problèmes périphériques. Pour ne pas être très théorique, nous avons remarqué que depuis la dernière élection 2018 jusqu'à 2025, où nous engageons une autre élection, les seuls problèmes abordés de façon frontale, dynamique, coopérative de toutes les énergies sont des problèmes périphériques. Il y en a trop. Ils ont commencé par le code électoral. Après le code électoral, c'est les inscriptions sur les listes électorales. Après les inscriptions sur les listes électorales, c'est les problèmes de coalition. À quel moment débat-on des idées politiques? À quel moment débat-on de l'État, du fonctionnement de l'État, de l'économie en l'occurrence? C'est le vrai problème qu'on a avec notre société. Pendant mes études, je me suis consacré à écrire des lettres individuellement aux responsables politiques des partis politiques d'opposition sur les problèmes politiques. Je me suis rendu compte qu'aucun ne m'a répondu. Bon, vous aurez les résultats de cette étude dans le livre qui va paraître de façon officielle le 1er juin 2025. Vous verrez l'étude que j'ai menée auprès de l'opposition pour les inciter à parler des problèmes politiques du Cameroun. Mais revenons aux problèmes périphériques. Parce que la deuxième chose que je vous dis, même dans les problèmes périphériques qu'ils abordent, on se demande où est-ce qu'ils prennent le principe de leur combat. Commençons par le code électoral. Le code électoral, comment veulent-ils que le code électoral soit consensuel? Là, je me suis posé la question de savoir, est-ce que dans l'histoire de la politique, il y a déjà eu un pays où le code électoral a été consensuel? J'ai questionné parce que, comme je vous ai dit, notre raisonnement, il va être plutôt expérimental. Il ne va pas être juridique. Est-ce qu'il existe un pays
où il y a déjà eu un code électoral où l'opposition, la majorité et la minorité s'est assise pour décider ensemble du code électoral. J'ai fait des recherches. Heureusement, une publication m'a plu, celle d'Alain Didiolic, qui, à l'analyse de son document, dit que le consensus, d'abord en citant Konchou Komeni, le professeur Konchou, en le citant, dit que c'est quelque chose qui n'est pas démocratique, puisque la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Comment pour faire prévaloir quelque chose, la majorité va se mélanger à la minorité pour décider des règles de jeu? Non, la démocratie, c'est que la majorité passe. Et c'est ce qu'il avait appelé, je crois, le consensus rejeté. Il en a distingué trois types. Le consensus recherché, ça veut dire le consensus tel qu'il est cherché au Cameroun, c'est quelque chose d'irréel, d'idéal. L'idéalisme fait qu'on pense qu'un jour, il y aura un consensus de code électoral. Il a un deuxième niveau qu'il a appelé le consensus biaisé. Même dans l'idée du consensus, il y a toujours des personnes qui ne sont pas d'accord, mais qui sont obligées parce qu'ils sont un peu plus faibles. Donc, le consensus même, c'est une vue de l'esprit. Alors, voyez-vous, de gros professeurs qui connaissent l'histoire de la politique, qui ne savent que c'est quelque chose d'impossible, mais qui sont concentrés depuis 7 ans à ne parler que de quelque chose de virtuel. La deuxième chose, c'est les inscriptions sur les listes électorales. J'ai fait la même recherche. Je me suis demandé où est-ce que ces gens ont pris qu'il y avait une relation entre le nombre d'inscrits. Le nombre d'inscrits, on ne dit même pas encore le nombre de votants. On dit le nombre d'inscrits. Quelle est la relation qu'il y a entre le nombre d'inscrits et le résultat? Parce que c'est comme ça qu'on fait l'étude du terrain. On prend deux variables corrélées. Quelle est la relation qu'il y a entre le nombre d'inscrits et le résultat à la fin? J'ai fait la recherche. Au Cameroun seulement, depuis 1992, le nombre d'inscrits entre 92 et 2004, le nombre d'inscrits tournait autour de 4 millions. Le plus bas nombre d'inscrits a donné le plus haut niveau de l'opposition. C'est-à-dire, en 92, c'est le plus bas nombre d'inscrits. 4 195 448, je crois, quelque chose comme ça. Après ça, le nombre d'inscrits augmente d'une centaine. Et quand le nombre d'inscrits a augmenté, le pourcentage du président de la République a augmenté. Quand on arrive en 2004, le nombre d'inscrits double presque, puisqu'on arrive à 7 millions. À 7 millions, le pourcentage du président a encore augmenté. Quand on arrive en 2018, nous sommes encore environ à 7 millions, puisqu'on a 6 millions quelque chose. Le pourcentage du président est toujours à 71%. Écoutez, comment est-ce que, logiquement, les gens trouvent une relation entre le nombre d'inscrits et le résultat? Jusqu'à présent, je me suis posé la question de savoir quel est le tableau, quelle est l'étude réalisée sur le terrain pour voir la relation. Je suis même sorti du cas du Cameroun, j'ai adressé une lettre en faisant pour leur dire que comparez seulement le Tchad et le Sénégal. Le Tchad et le Sénégal ont à peu près la même population. 17,7 pour le Tchad et 18 millions. 17,7 millions pour le Tchad et 18 millions pour le Sénégal. Le nombre d'inscrits au Tchad était plus élevé que le nombre d'inscrits au Sénégal. Malheureusement, le nombre de votants était plus de 78% au Sénégal et moins au Tchad. Ça veut dire que probablement ce qui peut influencer, c'est peut-être le nombre de votants, mais on ne sait pas dans quel sens ils votent. Donc, même au Tchad, le nombre d'inscrits a créé l'effet inverse sur le changement. Il y a eu changement au Sénégal où il y avait le plus petit nombre d'inscrits et il y a eu le statu quo au Tchad où il y avait le plus grand nombre d'inscrits. Mais les opposants camerounais, ils sont convaincus que le nombre d'inscrits va influencer le sens du vote. Et ils sont convaincus, ils trouvent non, il faut éviter la fraude, il faut faire ceci, il faut faire des raisons qui théoriquement ne tiennent pas. Ils sont partis des constats simples. Donc,
il y a la troisième chose qui est la coalition. La coalition, pour ceux qui ont fait ce qu'on appelle la constitution d'un groupe. Mais elle se fait autour d'une idée. J'ai un peu lu les textes de coalition, les textes de regroupement des partis. D'abord, c'est le reproche que j'avais fait au président Kanto. Où est l'idéologie du MRC? Tantôt je lis social-libéralisme, tantôt je lis je ne comprends pas. Le consensus se fait autour des idéologies. Ou alors autour d'une idée fédératrice. Mais malheureusement, l'idée fédératrice au Cameroun est une idée destructrice. C'est-à-dire que lorsque vous faites la fédération pour remplacer quelqu'un, il faut vous rassurer que vous avez le même niveau de haine pour la personne, le même niveau d'amour entre vous les uns pour les autres, pour être sûr de constituer un groupe. Mais au Cameroun, ils sont tous différents. Leurs histoires politiques sont différentes. Leurs relations avec le parti au pouvoir sont différentes. Comment est-ce que, théoriquement, on peut penser qu'on peut faire un groupe? Et faire un groupe autour de l'idée de remplacer le président. Donc, ça veut dire que, quand on regarde théoriquement cette idée a en son sein, les éléments de sa destruction. Donc, c'est une idée qui ne peut pas fédérer. C'est-à-dire, en 92, ça n'a pas pu fédérer, puisque des gens comme le président Bello Maïgari sont sortis du groupe. Il y en a plein qui sont sortis du groupe. Même en 92, il n'y a pas eu de candidat total du consensus. Il y a eu des regroupements. Donc, à partir du moment où on fait un consensus pour renverser une personne, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut considérer. Ça n'a jamais fait le consensus. Donc, en conclusion, je me suis rendu compte que rien que les problèmes périphériques qu'ils abordent, même en les abordant, ces problèmes sont des combats perdus d'avance. Alors je me suis demandé, mais comment des grandes personnes qui réfléchissent, parce que je sais que c'est des grandes personnes qui réfléchissent, comment des grandes personnes qui réfléchissent peuvent se consacrer au combat perdu d'avance? Parce que je les trouve perdus d'avance, parce que comme je vous ai dit, je fais l'inverse. Je fais le constat sur le terrain et je viens remonter. Le constat sur le terrain, c'est que j'ai fait l'étude sur le terrain pour chercher si quelque part il y a déjà eu une victoire dans ce sens. Je ne sais pas s'il y a eu une victoire dans ce sens quelque part. Alors, je crois qu'il est important. Alors, on peut se poser la question réelle de savoir comment se fait-il que des gens de si grand niveau intellectuel, des gens aussi réfléchis, des gens qui sont dans la politique depuis, ne se posent pas les questions sur la nature et les résultats du combat qu'ils ont. En y regardant de près, je me suis rendu compte qu'ils le faisaient exprès. Ils le faisaient exprès parce que chaque fois que l'un d'eux sortait de ses problèmes périphériques et qu'il parlait du débat politique, il trahissait ses connexions avec le régime en place. C'est-à-dire que quand vous regardez les différentes positions des personnels de l'opposition, vous reconnaissez les positions des personnes qui sont dans le régime et qui ont bloqué le changement. Parce que ce qu'il faut dire, moi je parle des constats, je ne fais pas la politique. Mon expérience administrative m'a montré qu'il y a 3 réformes fondamentales faites par le président de la République actuelle. La réforme sur le régime financier, la réforme sur le statut général de la fonction publique et la réforme sur la décentralisation. Que si ces réformes avaient été appliquées, le Cameroun serait un pays riche. Je me suis posé la question de savoir pourquoi ces réformes sont bloquées. Et c'est comme ça que je découvre que dans le système administratif, il y a un certain nombre de personnes qui bloquent les réformes. Et quand chacun des opposants sort sur un des domaines de ces endroits où les réformes sont bloquées, on peut lire sa connexion avec le ministre qui bloque la réforme. Et je me suis dit,
automatiquement, s'ils refusent de se prononcer, c'est pour qu'on ne puisse pas identifier leur connexion avec la personne qui bloque la réforme du président de la République. Je ne fais pas de campagne pour qui que ce soit. Je vous dis un constat qui existe, qui est là. C'est qu'il y a 3 textes qui ne sont pas appliqués. Pourquoi? Et c'est peut-être parce que nous allons revenir sur chacun de ces textes. Mais pour l'instant, je m'arrête sur le discours du président Kanto. Lorsque le président de la République signe l'ordonnance l'ordonnance du 20 juin sur le budget. Quand le professeur Kanto est sorti des inscriptions du code électoral et de la coalition pour parler de l'économie, il a fait comme si il n'y a jamais eu de budget programme au Cameroun. Il a fait l'analyse de l'économie du Cameroun sur la base du PIB, du PNB, des revenus par habitant, du taux de croissance. Or, il le sait très bien. Depuis 1990, les Nations Unies, le PNUD en l'occurrence, a compris que cette façon de lire l'économie en Afrique est désuète. Ils ont créé un indicateur qui est difficilement utilisable aujourd'hui, mais qu'il faut utiliser, qu'ils ont appelé l'IDH. L'IDH a mis au même point, a d'abord créé ce qu'on appelle un investissement sur la ressource humaine et un investissement physique. Il y a 2 types d'investissements. Donc les investissements sur l'éducation et la santé ne sont plus considérés à l'intérieur des PIB. Mais quand le président Kanto décrit l'économie du Cameroun, et je sais qu'il a plein de professeurs d'économie dans le MRC, ils font comme si il n'y a pas eu cette réforme. Pourtant, c'est cette réforme qui amène le président de la République du Cameroun à passer du budget de moyens au budget programme. Et le budget programme est édicté depuis la loi de 2007 et devait entrer en vigueur en 2013. Et le budget programme a cette caractéristique. Parce que l'économie, il faut le rappeler, n'est pas le budget. L'économie, c'est l'ensemble des activités qu'une collectivité humaine déploie pour la production, la distribution et la reproduction des richesses. Donc l'économie est liée au contexte. Et en Afrique, on a un système de loyauté familiale, un système social de loyauté familiale. Donc on ne peut pas, vous pouvez rencontrer quelqu'un en route qui est pauvre, mais qui a un oncle qui, selon la lecture du PIB, PNB, qui est censé être sans revenu, mais qui a un oncle ministre. Et cet oncle lui loue la maison. Cet oncle paye les études à ses enfants. Cet oncle fait tout. Donc, les loyautés familiales font que le critère d'analyse financière de l'économie sociale n'est plus le même. Et ça, je suis sûr que les professeurs d'économie du MRC le savent. Alors, si le professeur Kanto, malgré le fait qu'il le savent, vient quand même lire l'économie en 2024, l'économie d'un pays africain sur la base du PIB, du PNB et du taux de croissance, c'est qu'il le fait exprès. Et il le fait exprès pourquoi? Il le fait exprès parce que son homologue du régime, qui a bloqué l'application du budget programme et qui est resté dans le budget des moyens, lui a donné la possibilité de parler du président pour qu'il se débarrasse complètement du budget programme. Alors, je ne sais pas encore, je n'arrive pas encore à cette conclusion exacte, mais je me dis, voilà 2 personnes qui se ressemblent et qui ignorent la réforme. Un parle, est dans le régime, et il fait comme s'il n'y a jamais eu de budget programme. Il fait comme si la loi en vigueur est encore l'ordonnance de février 62. Il y a un dans l'opposition qui lit le Cameroun comme s'il n'y a jamais eu de budget programme. Parce que s'il fallait critiquer le président, il faut plutôt critiquer le budget programme et non le régime financier de 62. S'il faut critiquer, parce que si on est opposant au président de la République,
ça veut dire qu'on s'oppose à sa réforme. Sa réforme, c'est le budget programme. Sa réforme, ce n'est pas le budget des moyens. Si on vient critiquer le budget des moyens, c'est qu'en fait, on soutient la personne qui donne l'impression qu'il n'a pas fait des réformes. Voilà comment je lis la correction. Alors, je me suis dit qu'en réalité, les opposants du Cameroun fuient le problème central parce que l'échiquier politique camerounais n'est pas le clivage opposition-régime. Chacun dans l'opposition a un homologue dans le régime avec lequel il s'est entendu pour bloquer l'évolution du parti, des réformes que le président de la République a entreprises. Voilà comment ça se passe. Il y a quelqu'un dans le régime qui a bloqué la réforme. Après avoir bloqué la réforme, il y a quelqu'un dans l'opposition qui donne l'impression que le Cameroun est resté sans réforme pour que la personne qui a fait la réforme parte. Et je vous rappelle une chose. L'ordonnance de 62 est la manifestation exacte de la colonisation. Est-ce à dire que les personnes qui veulent nous faire rester dans l'ordonnance de 62 sont ces personnes qui sont pour que l'Occident continue à dominer l'Afrique? C'est comme ça que moi j'ai vu la chose. C'est-à-dire qu'il y a une force qui existe qui fait en sorte que les décisions prises par le colon continuent de donner l'impression qu'elles sont là parce que quand le professeur Kamto donne sa proposition, quelle est sa proposition? Sa proposition, c'est qu'il va venir investir au Cameroun 30% du PIB. Nous ne sommes plus dans cette lecture de la politique économique du Cameroun. Le modèle économique du Cameroun, il a changé depuis. Il n'est plus celui de l'argent, des moyens. Il est devenu celui de l'activité liée à la gestion des ressources humaines. Et le dispositif sur lequel je reviendrai la prochaine fois, mis en place par le président de la République, c'est le dispositif des socles de protection sociale qui donne 4 garanties aux populations, qui donne une autre façon de financer la santé et l'éducation. Parce que, rions un peu, le système qui existait avant, en quoi est-ce que l'école, construire une école est un investissement? Dans le budget actuel, l'investissement, la construction de l'école est un investissement. La construction d'un hôpital est un investissement. En quoi, économiquement parlant, la construction d'une école ou la construction d'un centre de santé est un investissement? Ça ne peut pas être un investissement. Parce que par définition, l'investissement, c'est la recherche du bénéfice. À partir du moment où on cherche le bénéfice en construisant une école, ça veut dire qu'on va chercher l'argent sur le dos des personnes qui vont à l'école. Dans un autre domaine, par exemple en Occident, la santé, c'est l'industrie. C'est une industrie. Ils vendent le matériel médical. Ils vendent les produits pharmaceutiques. Ils vendent le savoir. La santé chez les Occidentaux n'est pas financée par l'individu. La santé est financée par un club. C'est pour ça que quand on vous demande de prendre une assurance parce que vous ne pouvez pas supporter la santé. La santé là-bas, c'est une industrie. Et les assurances sont financées par un ensemble d'industries autour de la santé, qui sont l'industrie mécanique, l'industrie informatique, l'industrie autour de la santé. C'est toute une industrie qui n'a pas en Afrique. Donc là-bas, la santé peut constituer un investissement. Mais ici, pas du tout. On achète tout. On ne peut pas faire de la santé un investissement. Donc il y a une autre façon de lire. Et c'est pour ça que le président de la République du Cameroun a mis sur pied un dispositif qu'on appelle le socle de protection sociale, qui permet de financer la santé sans que ce ne soit un investissement. Mais pour que quelqu'un ne comprenne pas ça et qu'il dise qu'il fait la politique au Cameroun, me surprend. Ça me surprend. Et ce dispositif, il existe depuis 2012. Un peu comme je rappelais l'autre jour, qu'il y a le texte sur les pupilles de l'État qui existe depuis 1984 et que c'est en 2014 que le président Kamto demandait qu'on adopte la loi sur les pupilles de l'État. C'est la même chose avec sa lecture de l'économie. Tout ce qu'il a dit est désuet au Cameroun depuis 1990 et en pratique depuis 2012 que le Cameroun adopte le dispositif de protection sociale. Mais le gouvernement n'a pas mis ça en place.
Dans le gouvernement, il y a des gens qui ont bloqué ça en place. De telle sorte que l'opposition ne comprend rien. Et si l'opposition ne comprend rien, c'est qu'elle ne fait pas l'analyse du terrain. Elle passe son temps dans des problèmes périphériques. Elle ne fait pas l'analyse du terrain. Ils vont changer quoi? Maintenant, je comprends pourquoi le président de la République, à un moment donné, avait demandé est-ce qu'on change le changement? Puisque lui, il a initié des changements. Et ces changements, on ne les met pas en œuvre. Et quelqu'un arrive, il dit qu'il va changer le changement. Et alors, quand cette personne arrive, on se rend même compte qu'elle ne comprend pas le changement. Donc, en conclusion, c'est ça qui me fait dire que le clivage n'existe pas entre l'opposition et le régime. Le clivage existe entre les personnes qui bloquent le changement et les personnes qui ne bloquent pas le changement. Et les personnes qui ne veulent pas le changement. Et parmi les personnes qui ne veulent pas le changement, il y en a dans le régime et il y en a dans l'opposition. Voilà le clivage que je comprends et que nous allons développer point par point dans nos prochaines émissions. C'est-à-dire que abonnez-vous à la page, vous allez vous rendre compte que les choses sont plus précises que ce que je l'ai dit. Merci beaucoup et à la prochaine.